Il est pile 11h30. Commençons. Je fais une intervention introductive rapide. Euh, Vous l'avez compris dès l'annonce du reconfinement qui, pour la plupart d'entre nous, a été à la fois ni vraiment une surprise, mais la fermeture des musées a été quand même une surprise pour pas mal de professionnels de musées. Dès le lendemain, on s'est dit qu'il fallait qu'on réunisse les membres d'ICOM parce que beaucoup de membres ont été un petit peu désemparés, je crois toujours très mobilisés pour que leur musée reste présent par tous les moyens, ouverts, fermés, sur Internet, etc. Je crois qu'il y a une forte mobilisation des musées. On l'a vu tellement pendant le cycle qu'on a animé cet été, mais on a senti aussi que parmi nos professionnels, il y avait des interrogations. Qu'est-ce qui se passe? Comment faire? Combien de temps ça va durer? Que deviennent les expositions qui viennent d'ouvrir, etc. Donc, on a pensé tout de suite monter une nouvelle session Zoom qui s'adresse évidemment à tous les membres d'ICOM, dont une grande majorité naturellement est aujourd'hui à domicile ou du moins en télétravail aujourd'hui et vont nous suivre depuis chez eux ou nous se connecterons peut-être après s'il y a des contraintes horaires. On a calé un horaire qui évidemment que tout le monde ne pouvait pas dégager à cette date-là. Pendant le week-end, certains d'entre vous ont reçu les textos, les messages, les appels téléphoniques de ma part en leur demandant s'ils acceptaient de témoigner ce matin. Et je dis d'abord ma surprise heureuse que tous ceux auxquels je me suis adressée ont répondu presque par retour oui, d'accord. Et du coup, ça a comme effet un très grand nombre d'intervenants dont vous avez eu la liste sur les différents textos, Twitter qu'on a été obligé de séquencer parce que tout ne tient pas sur Twitter tellement vous étiez nombreux, mais tous les établissements présents aujourd'hui ont été tagués à un moment ou à un autre. Merci d'avoir retweeté. Merci surtout à tous ceux qui ont accepté d'être là. Tout le monde n'est pas là pendant 1 heure et demie. D'ailleurs, on peut faire durer la séance pendant 2 heures s'il y a des questions du public pour ceux qui le pourront, pas plus que 2 heures, mais on peut allonger un petit peu le temps. Je voulais juste dire encore une fois, merci à tous ceux qui ont répondu, merci à ceux qui se connectent. La règle peut-être entre nous, c'est de parler pas trop longtemps dans une intervention initiale, puisqu'il y a beaucoup d'intervenants, et je le dis aux intervenants, je leur ai écrit, je le redis, ce qui est vraiment très précieux, je crois, pour les membres professionnels de musée qui sont chez eux, qui sont interrogatifs, c'est peut-être que vous axiez votre intervention, votre primo-intervention sur un élément qui vous semble particulièrement intéressant à communiquer aux autres, qui n'est pas forcément dire tout ce que vous faites, ça vous n'aurez pas le temps de le dire, mais de dire un ou deux éléments qui vous semblent pouvoir permettre aux membres de musée qui sont en train de vous écouter et puis aux autres professionnels qui sont intervenants également, de s'inspirer de certaines suggestions, de propositions, de pratiques, d'innovation, parce qu'on est dans une période où l'innovation est quasiment obligatoire. Je passe tout de suite la parole pour perdre aucun temps à nos orateurs. J'avais proposé, si elle en est toujours d'accord, à Sophie Aran, directrice du musée Mania à Dijon, d'ouvrir le débat. Sophie, vous êtes très présente sur les réseaux sociaux. En tout cas, moi, je vous ai sur nos réseaux. Vous êtes très résiliente. Vous avez une tonalité générale assez encourageante. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot pour commencer tout de suite, de votre réaction face à cette annonce de fermeture et de ce que vous êtes en train, en moins d'une semaine, de prévoir. Sophie, la parole est à vous. Oui, merci Juliette. Bien, écoutez, bonjour à tous et merci pour cette proposition. Effectivement, même si elle a été faite rapidement, je pense qu'elle est très utile pour tout le monde. J'en dirai un petit mot à la fin de mon propos. Alors, moi, j'avoue que cette fois, c'est beaucoup plus difficile que la première fois. Et je pense que ça, c'est un sentiment partagé par beaucoup, beaucoup d'entre nous. Parce que voilà, on a beaucoup d'incertitudes aussi sur les échéances. Je pense que autant on a pu, et c'est un peu un paradoxe, faire des choses dans la durée lors du premier confinement, autant là, on se dit que bon, ben voilà, ça paraît être très court, un mois peut-être, mais en fait,
nous sommes tous un peu persuadés que ça va durer plus longtemps. Donc, comment organiser des choses dans la durée avec des moyens qui restent quand même assez limités aussi, il faut bien le dire. Je pense que c'est aussi le cas pour pas mal de nos collègues. Et comment parler à nos agents aussi, ça c'est une autre question. Je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'échanger à ce sujet, puisque eux aussi ont beaucoup d'inquiétudes et beaucoup d'inquiétudes aussi liées à cette injonction du gouvernement, le télétravail qu'on n'arrive pas à mettre en place et qui est une vraie difficulté pour nous aujourd'hui, parce que d'un côté on doit répondre à nos obligations et de l'autre on n'a pas les moyens de le faire. Donc on ne sait pas vraiment comment répondre aux uns et aux autres. C'est vrai que parfois ça rend les choses un peu compliquées. Alors, même si c'est plus compliqué, même si c'est plus difficile que la première fois, une chose est certaine, c'est que je pense qu'il faut continuer à se donner des respirations et que la présence effectivement sur les réseaux sociaux, l'activation d'un certain nombre de contenus sur les sites internet reste évidemment importante pour continuer à dialoguer avec nos publics, leur faire savoir qu'on est toujours là, que bien que les musées soient fermés au public, en fait, et pour beaucoup d'entre nous, je pense que c'était le cas, soit des expositions étaient prêtes à ouvrir, soit étaient déjà ouvertes et ont dû fermer leurs portes. Donc, il y a tout un tas de choses qui continuent à se faire dans les musées, des restaurateurs qui viennent travailler, des professionnels qui vont gérer aussi des aspects liés à la sécurité des lieux, du bâtiment, des collections, et puis des agents qui sont là et qui essayent aussi de s'inventer, de se réinventer sur un temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu limité, mais en même temps dont on pense qu'il pourra être plus long que ce qui nous est annoncé pour l'instant. Donc, par exemple, pour Mania, j'essaye de rester très présente sur les réseaux sociaux. On a, depuis le début du mois de novembre, je ne sais pas si vous avez vu cette nouveauté, mais il y a cette invitation sur Twitter qui s'appelle Muséum 30, auquel un certain nombre d'établissements ont déjà commencé à participer, qui permet chaque jour d'avoir un mot-clé et de faire connaître des contenus qui concernent à la fois nos collections, nos activités. Donc, je pense que ça, par exemple, c'est le genre de choses qui permet aussi de réfléchir et de faire réfléchir les agents à tout niveau sur ces mots-clés. Alors, je vous en cite quelques-uns. Les premiers, c'était musée, qui suis-je pour le deuxième jour, gribouillage pour le troisième, bouton hier. Aujourd'hui, c'est exposition. Je pense que là, on peut tous avoir des contenus à diffuser, mais il y a aussi ustensiles, espace de travail, force. Et puis le dernier jour, et ça, je pense qu'on aura tous quelque chose à en dire aussi, pourquoi les musées? Donc ça rejoint évidemment des préoccupations et des interrogations qui ont déjà eu cours dans nos discussions et dans les différentes réunions Zoom qui Comme France a organisées. Donc ces respirations, pour moi, elles sont importantes. Si certains d'entre vous ne le savent pas, il y a aussi la Nuit européenne des musées en version numérique, où on peut mettre aussi des contenus en ligne. Et puis toujours le Culture chez nous, qui a été lancé par le ministère de la Culture pour le premier confinement et qui reste un mot-clé qu'on peut utiliser pour générer du trafic aussi sur les réseaux sociaux. Ça, je pense que c'est vraiment important pour faire savoir qu'on est là et que la culture, c'est vraiment essentiel et important, même si on aurait bien aimé l'entendre dans la bouche de certains lors de certains discours. Voilà. Et puis, pour vous dire aussi que la vie des musées, elle ne s'arrête pas, évidemment, avec la fermeture, vous le savez tous. Il y a des projets de réseau qui naissent aussi, qui sont sans doute aussi une des conséquences du premier confinement. Ça les réactive, ça leur donne du sens. Je cite juste parce que peut-être ça peut en intéresser certains d'entre vous qui ne sont pas forcément au courant de cette existence, la naissance d'un réseau des musées de collectionneurs qui va voir le jour grâce au pôle patrimoine des musées de Nantes. Voilà, et je pense que ça peut être aussi une des raisons de se dire qu'on est bien tous ensemble et qu'on a autant de raisons de dialoguer, d'échanger, et que ces moments d'échange et de dialogue, ils sont essentiels pour se sentir moins seul et puis pour partager nos préoccupations dans ce monde muséal qui est tellement bouleversé par la pandémie. Voilà. Merci beaucoup de ce témoignage, Sophie, avec beaucoup d'informations qui sont données. Je vais passer la parole peut-être à Anne-Catherine Augustène maintenant, directrice du musée de l'Espace, également très très présente sur les réseaux sociaux. Je félicite parce que je crois que tu viens d'être renommée à la tête de ton musée. Anne-Catherine, dis deux mots. N'essayez pas de tout dire maintenant, puisqu'ensuite il va y avoir des questions, je pense, de nos collègues. Anne-Catherine, je te passe la parole tout de suite. Merci beaucoup, Juliette. Je crois que vous m'entendez. Oui, effectivement, je viens d'être renouvelée jusqu'en 2024. C'est vrai que dans cette période, c'est plutôt rassurant de stabiliser les directions de ces musées. Je rejoins tout à fait ma collègue.
petit sentiment de découragement au départ parce qu'on espérait s'en sortir et surtout, je pense qu'on avait fait la preuve que nos lieux étaient des lieux sécurisés, qu'on avait mis en place tout ce qui permettait à un public, en plus en pleine période de vacances scolaires, de venir en sécurité. Moi, j'ajouterais peut-être une petite dimension internationale. Nous, on venait d'ouvrir plusieurs expositions à l'international. Donc, réaliser que c'est général en Europe. L'Allemagne a fermé à 2 jours d'écart les musées également. La Belgique avait fermé quelques jours avant. Donc, nous avons ces expositions qui ont été ouvertes, qui sont restées ouvertes quelques jours et puis qui sont à nouveau fermées. Donc, on aura effectivement beaucoup de choses à dire sur le hashtag exposition. Je pense que pour le musée de l'Air, nous sommes en plus dans une période de construction de bâtiments. Donc, nous nous recentrons sur ces activités-là. Nous avions lancé des grands projets de restauration, de rénovation et de construction de bâtiments. Et je rejoins Sophie, nous sommes parfois devant des injonctions un peu contradictoires. Télétravail, mais nous avons les industries et les entreprises sur place, donc ce n'est pas simple à mettre en place. Et une difficulté, bien évidemment, comme tout le monde, à finir une année budgétaire compliquée, puisque un musée fermé, c'est un musée techniquement sans ressources propres, et à la fois une obligation de dépenser et de maintenir tous les projets de construction et ce qu'ils ont appelé le plan de relance économique. Donc, je dirais que d'une manière générale, les équipes sont et restent motivées. Nous avons passé beaucoup de temps avec les institutions syndicales à expliquer ce qui se passait et se dire effectivement qu'on est parti probablement pour une période un peu plus longue que celle qui est annoncée aujourd'hui. Et dans tous les cas de figure, une année 21 qui restera encore une année très particulière pour nos établissements. Donc, on a le soutien de nos équipes, on a le soutien de nos ministères. Moi, je suis ministère des Armées, mais il n'empêche quand même qu'on traverse une période à l'échelle internationale très, très complexe. Donc, à l'avance, merci beaucoup Juliette pour ce rendez-vous qui est nécessaire. Et les réseaux, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est ce qui pourra possiblement nous sortir un peu de cette période, c'est de rester en réseau, en confiance et se préparer pour l'avenir. C'est pour le moment ce qui est le plus important à notre niveau. Merci à Anne-Catherine. Ton témoignage est vraiment, vraiment important. Merci de tes encouragements également. Il y aura d'autres séances, bien sûr, comme celle que nous sommes en train de faire. On est déjà plus de 150 sur le. Donc, je vois bien qu'il y a une attente de nos membres. Tu as évoqué l'international et c'est un enjeu important. Si Alexandre Chevalier, qui est président de ICOM Belgique, est d'accord pour prendre la parole maintenant, je trouve que c'est assez intéressant, Alexandre, que tu témoignes de ce qui se passe dans ton pays. Les musées sont fermés également, pas les librairies, mais les musées sont fermés. Est-ce que tu peux dire un petit mot du ressenti de tes collègues en Belgique? Oui, bonjour à tous. Eh bien, à la suite d'Anne-Catherine, effectivement, les premières réactions ont été stupeur, découragement, colère aussi, beaucoup. Colère parce que justement de nouvelles expositions étaient en cours de montage, venaient d'ouvrir. Et donc tout s'est fermé en fait très rapidement. Bruxelles a initié le mouvement un peu par surprise. La Flandre a résisté quelques jours et soudainement un conseil de concertation s'est réuni un soir entre 18 et 20 heures et a décidé de fermer la totalité du secteur culturel à partir de minuit. Donc en fait, tous mes collègues l'ont appris au petit matin que leur musée ne pouvait pas réouvrir. Stupeur et colère parce qu'en fait, les justifications qui sont données pour cette fermeture sont inexistantes. Une des raisons invoquées pour ce confinement partiel ou cette fermeture, c'est d'éviter que les gens prennent les transports publics. Donc, c'est l'intérêt du télétravail, quelque part. Bien comme l'a rappelé Anne-Catherine, les musées avaient mis en place des protocoles très stricts, très sécurisés, avec des jauges, avec des réservations obligatoires. Et donc, voilà, c'était tout à fait incompréhensible parce que les musées, malheureusement, déjà depuis leur réouverture au mois de mai, ne pouvaient plus drainer des milliers de visiteurs par jour. Et
Anne-Catherine vient de le rappeler, c'est aussi un des mots qui revient systématiquement, et tu viens de le rappeler, Juliette, un des mots qui revient aussi dans le politique, c'est qu'il faut garder quelque part une part de culture dans la vie des gens confinés. Et tu l'as dit, voilà, les librairies sont restées ouvertes, les bibliothèques aussi. Bien, tant mieux, très bien pour elles, mais on ne voit pas du tout quelle est la rationalité de laisser les bibliothèques et les librairies ouvertes et de fermer les musées. Voilà, donc c'est un mouvement qui a été très soudain, mais pour lequel on va essayer, nous, en tout cas, de se battre. Il y a normalement une réévaluation le 19 novembre des mesures. Actuellement, les hospitalisations, les nouveaux cas sont en train de décroître, enfin la hausse est en train de décroître. Donc ce n'est pas du tout cette fermeture qui provoque déjà cette décroissance, hein. C'est un changement d'attitude des gens depuis en tout cas 10 jours, 2 semaines. Et donc ce mouvement va de toute façon se poursuivre, cette décroissance va se poursuivre, et donc nous allons vraiment réinsister pour que les musées puissent réouvrir, et surtout nous allons réinsister pour que les musées, tels que nous l'avions appris avec la dernière valeur de l'Assemblée générale d'ICOM France, c'est que, ben oui, nous aimerions faire passer le message comme quoi les musées sont essentiels à la nation et sont système-relevant, pour utiliser les termes de notre collègue de Karlsruhe, au même titre que les transports publics, qu'aucune administration. Voilà un peu la situation et ce que nous entendons faire dans les jours qui viennent ici en Belgique. Merci Alexandre, merci aussi d'avoir évoqué, bien sûr, et nous en parlerons à nombreuses occasions, de ce que nous allons demander à notre organisation internationale, et ce que nous attendons que l'organisation internationale dise aussi à nos gouvernants, que les musées sont indispensables à la vie, à la construction des nations. Je voudrais maintenant, si elle en est d'accord, passer la parole à Dominique de Fonréau, qui dirige le service des publics du musée du Louvre et qui a été particulièrement innovante pendant la première fermeture. Dominique, est-ce que vous êtes prête à dire un petit mot de ce qui se passe maintenant? Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Juliette. Donc, le titre de ma direction, c'est Direction de la médiation et de la programmation culturelle. Donc, là, bien sûr, ça rejoint les publics, mais pas complètement, parce que les publics sont aussi dans d'autres directions. Je dis ça pour qu'il n'y ait pas d'enjeu. Merci infiniment. En tous les cas, je rejoins ce qui a été dit, d'avoir lancé cette invitation. On s'est tous débrouillés pour être là, parce que je crois que c'est très important. Je rejoins complètement par ce qui a été dit précédemment par Sophie, par Anne-Catherine, par Alexandre, un certain découragement dans les équipes notamment, il faut le dire. C'est finalement, d'une certaine manière, les gens s'étaient remis en marche, s'étaient dit que ça allait fonctionner. Donc, il y a une forme de découragement auprès des équipes, d'autant plus qu'au niveau du Louvre, on avait mis en place 2 expositions remarquables, donc j'espère qu'elles vont rouvrir assez vite, et que l'une d'entre elles, Coréam, n'a été ouverte même pas une semaine. Donc, c'est vrai que là, pour les équipes, c'est évidemment difficile. C'était déjà au prix de beaucoup d'efforts. Donc, c'est une réalité. Certains découragements aussi avec toute cette complexité de mise en place du télétravail, dans ce qui est possible dans le télétravail, quelles sont les fonctions télétravaillables d'un musée, tout ça est assez en questionnement. Donc, c'est vrai qu'il y a une forme de découragement. Malgré tout, pour être positif, parce que je crois qu'il faut l'être absolument, plusieurs choses quand même à dire très positives. D'abord, le fait, comme vous le dites tous, que les musées sont des lieux essentiels à la vie. Je pense que nos réouvertures aux uns et aux autres, au mois de juin et au mois de juillet, l'ont montré. Moi, j'ai été très frappée que la réouverture du Louvre le 6 juillet ait fait la une d'absolument tous les journaux. Ça voulait dire que, y compris pour des gens qui viendraient peut-être pas forcément au Louvre, mais en tous les cas, c'était un événement pour tout le monde. Et je pense que ça a montré, on a vu, j'ai vu cet été, que ce soit dans des musées parisiens ou dans des musées en région, la force des visiteurs. Les visiteurs sont venus avec beaucoup de joie. Et nous, ce que nous avons mis en place, notamment donc des visites Médi-Découvertes que nous avons mis en place gratuites au sein du Louvre, ont attiré plus de 40 000 personnes en à peine 3 mois. Donc, un succès absolument considérable. Donc ça, je crois qu'il faut le dire. Il y a une vraie envie de musée. Les musées sont au cœur de la société. Les musées sont indispensables à la vie, sont indispensables aussi à nos démocraties. On parle beaucoup aujourd'hui de la démocratie attaquée. Elle est là, elle est extrêmement présente dans les musées. Donc ça, je crois que c'est un point
vraiment essentiel à souligner. Alors évidemment, comme nous sommes fermés, nous sommes repartis avec la vigueur de notre site internet hein, et qui avait très bien fonctionné pendant le premier confinement, puisqu'on a eu, on a par certaines semaines multiplié par 12 notre audience, qui est absolument considérable, hein, c'est même tout à fait stupéfiant. Donc on a relancé ça tout de suite, puisque là on avait la capacité à le faire, avec des programmes qui existaient déjà, mais aussi avec des nouveaux programmes. Et on met en place des lives, on a mis en place des lives qui ont commencé vendredi dernier, donc le premier jour du confinement. C'était absolument étonnant qu'on y soit arrivé, avec des conférences données en live par des conférenciers du Louvre ou de l'extérieur. On l'a fait donc vendredi dernier, on le fait à midi, à 12h30, avec une conférence sur la collection de dessins de Topham, donc autour des collections d'antiques, donc on le fait. Et on va même réussir à faire en live la semaine prochaine des concerts qui seront donnés à l'auditorium en huis clos, mais immédiatement diffusés sur le site du Louvre. Et ça fonctionne formidablement bien. La première conférence qui a eu lieu le premier jour donc, du confinement, alors qu'on n'avait pas eu encore beaucoup de temps d'alerter, hein, et pour cause, ça venait juste de commencer, on a eu plus de 800 personnes en ligne à l'instant T, avec un chat très vivant, donc multipliant par 2 les personnes qui peuvent assister à l'auditorium, donc c'était vraiment incroyable, et avec ensuite un suivi et un replay de 3000 personnes dans le week-end. Donc c'est absolument formidable. Donc l'envie de musée, elle est là. Il faut qu'on porte nos événements à la fois d'un point de vue du public, d'un point de vue du contenu, et qu'on souligne combien nous sommes indispensables à la vie, non seulement la vie culturelle, mais la vie sociale de nos pays. Donc, je crois que vraiment, je pense que si ICOM peut porter ça, nous le porterons avec vous, nous sommes là avec vous et nous sommes là pour en témoigner tous ensemble. Merci Dominique, pardon d'avoir écorché le nom de notre direction, mais je suis un peu, moi aussi, en spontané ce matin avec vous tous et vous toutes. Vous dites des choses vraiment importantes. D'abord, effectivement, on a bien vu, et vous en avez témoigné aussi sur des Zooms, à quel point l'innovation a été au cœur de la problématique du loup. Vous dites que vous avez multiplié l'audience, c'est peut-être un élément important à dire et important d'en témoigner. D'autres, certainement, le diront au cours de notre petite session de ce matin. Je vais passer la parole maintenant, s'il en est d'accord, à Jérôme Farigoul. Jérôme est au service des musées de France, et c'est important, Jérôme, que vous avez eu une réunion mardi dernier avec les musées de France, avec les directeurs des musées de France. Vous allez pouvoir peut-être en témoigner et nous dire un mot aussi de la particularité de ce qui va se passer avec le monde scolaire qui, lui, est ouvert. Voilà. Merci, Jérôme, je vous passe la parole. Oui, merci Juliette. Merci encore pour cette invitation. Je ne dirais pas que je suis heureux de tous nous retrouver ici en visio, et j'ai hâte qu'on puisse se revoir de vive voix et de visu. Mais en tout cas, merci encore de cette initiative, et je suis toujours à chaque fois très heureux. Et sur les Musées de France, je suis toujours très heureux de participer à ce retour d'expérience et capter un peu la température dans votre établissement pour mieux vous accompagner tous les uns et les autres. Alors en effet, nous avons mis en place avec Anne-Solène Roland désormais des points réguliers avec quelques grands établissements un peu caractéristiques répartis sur le territoire, qui nous permettent aussi d'avoir des retours d'expérience assez précis. Alors, je crois que le sentiment que vous avez tous déjà exprimé, et je pense que c'est une antienne que nous allons entendre toute la matinée, c'est ce sentiment très déceptif, hein, ce sentiment un peu d'élan arrêté et en plein vol, et d'une forme de découragement, de colère. Les mots sont apparus, je pense qu'ils sont forts et en effet relayés par beaucoup d'entre vous. Dominique parlait de l'envie de musée. Je voudrais souligner en écho à cette envie de musée l'extraordinaire dynamisme dont les musées ont fait preuve pour sortir du confinement. En effet, tous les musées ont été très présents pendant le confinement par leur offre numérique et les différents projets qui ont été développés. Je ne voudrais pas revenir là-dessus, mais surtout sur leur volonté de rouvrir très vite et dans les meilleures conditions possibles à leur public. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, j'ai envie de dire que cela va à faciliter en effet cette visibilité que vous avez tous eu à vous remettre, dirais-je,
à l'ouvrage et n'a rendu que plus cruel ce retour au confinement. Alors, je sais bien que tous les uns et les autres, les mesures qui ont été mises en place dans les musées ont été particulièrement efficaces. Tout le monde a été particulièrement vigilant et tous les protocoles développés ont été tout à fait au plus près, au plus juste de ce qu'étaient les consignes sanitaires. Et je pense que dans ce retour au confinement, il ne faut pas avoir une forme de stigmatisation des musées, même si on en souffre tous, mais vraiment une mesure générale touchant au lieu culturel. La consigne est quand même aujourd'hui, dans le cadre de ce confinement, de globalement essayer de continuer à maintenir une activité économique et pouvoir se déplacer pour tout simplement retrouver des ressources et des ressources essentielles. Et l'activité dans les médias se limite à ça. Donc, voilà, l'idée n'est pas de stigmatiser les dispositifs mis en place qui ont été particulièrement efficients, mais bien plutôt de porter, dirais-je, un coup d'arrêt au développement de la pandémie. Comme l'a précisé le gouvernement, d'ailleurs, les clauses de revoyure, dirais-je, de ces mesures sont envisagées au 15 décembre. Par ailleurs, nous sommes dans un confinement qui est tout à fait différent, enfin très différent du premier. Si l'activité s'arrêtait globalement d'une manière totale ou presque en mars, là, il y a quand même un appel à maintenir notre activité. Alors, certes, nous ne recevons plus de public, mais en revanche, et là, c'est tout à fait à noter, et on peut dire que c'était assez rare dans le cadre d'une conférence de presse gouvernementale de voir la ministre de la Culture parler de maintien d'organisation d'exposition, de travail des restaurateurs maintenus, de continuer à porter une politique d'acquisition. Je pense que c'est tout à fait essentiel. C'est vraiment là-dessus qu'il faut porter nos actions. C'est vrai, le maintien de ces activités-là et le maintien de l'activité de nos partenaires est tout à fait essentiel. Et c'est bien le sens du message de la ministre. Alors certes, il y a beaucoup de difficultés. Ça, c'est des choses qui sont aussi ressorties, qui sont aussi remontées de la part de nos collègues. Cette difficulté, en effet, de la mise en place du télétravail, en effet, par déficit d'équipement, déficit d'organisation, et puis aussi dans la mesure où les autorisations spéciales d'absence n'ont plus cours aujourd'hui, la nécessité de trouver une activité a particulièrement à tous nos personnels d'accueil qui parfois peuvent sortir démunis dans des musées sans public. Des choix assez différents ont été faits selon les collectivités. Je vais les partager avec vous dès à présent. Certaines collectivités ont décidé de remettre à disposition, certains établissements ont décidé de remettre à disposition ces équipes d'accueil à leur collectivité, et en fait, ces agents sont sans activité. D'autres, en revanche, ont commencé à développer des chantiers de classement d'archives, de petite conservation préventive, et ça, c'est des choses, ou de sensibilisation à des médiations de proximité dans les collections, dans la perspective d'une réouverture. Donc là, c'est l'expérience dont on peut tout à fait se nourrir, dont les musées peuvent se nourrir les uns et les autres pour en tout cas dans la prévision de ce que sera de ce qu'est l'activité dans nos établissements. Enfin, autre point important que je voudrais souligner, c'est peut-être là-dessus que je vais terminer, c'est la question de l'accueil de nos services des publics. En effet, là aussi, je pense que c'est auprès d'eux, sans doute, que ce sentiment de départ a été le plus prégnant. Avec, en gros, nous partions tous dans la perspective d'avoir une activité qui reprenne, des expositions qui réouvrent, même reportées, une activité avec une rentrée qui se remette en place. Et là, tout ça est complètement arrêté à la date d'aujourd'hui. Alors, des expériences très intéressantes ont été mises en place dans plusieurs musées, car si en effet nous ne pouvons plus recevoir de public dans nos établissements, en revanche, il n'est pas du tout interdit aux médiateurs, aux services des publics, au contraire, d'aller hors les murs. Et je pense que là, il y a un vaste chantier, en tout cas des pistes de travail à développer avec tout le milieu scolaire. En effet, les animateurs, les médiateurs peuvent se déplacer dans les écoles, et beaucoup d'entre vous ont déjà mis en place des choses en ce sens. Mais là, je pense, sont véritablement des pistes à creuser
pour chacun d'entre vous, pour en effet faire vivre nos musées tout à fait autrement. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là-dessus, mais je serai prêt à répondre et à vos réactions et aux éventuelles questions par la suite. Merci Juliette encore de cette invitation. Merci, merci Jérôme. C'est très important et bien évidemment que vous veniez porter la parole du ministère de la Culture, la vôtre et évidemment, mais aussi la parole du ministère de la Culture parce que vous donnez des informations que nos membres, que les directeurs d'établissement ont naturellement, mais que les membres qui sont chez eux en télétravail n'ont pas du tout forcément en tête et en plus vous resituez un certain nombre d'éléments et notamment ces paroles qui ont été prononcées sur le fait qu'être fermé ne veut pas dire ne pas préparer la suite et notamment préparer les expositions. Je vais passer la parole maintenant à Cédric Le Sec. Cédric est au musée des Confluences à Lyon, on le connaît bien. Merci aussi d'avoir accepté d'être témoin. Cédric, je ne vous vois pas à l'écran, mais je crois que vous êtes entré dans la salle. Je suis là. Si vous êtes là, je vous laisse la parole. Voilà. Je vous vois et je vous entends. Je ne voudrais pas être… D'abord, merci Juliette. Je pense que c'est en effet très important de se retrouver et d'échanger sur nos impressions, nos premières orientations. Moi, on vit les choses de manière similaire. La situation n'est pas différente à Lyon de ce que je viens d'entendre et je vais essayer tout en étant absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit, prendre une autre direction. C'est quand même dur. La situation est quand même dure. C'est vrai qu'il faut rester positif, mais préparer des expositions sans avoir la certitude qu'elles vont ouvrir. Ce que vient de dire Jérôme à l'instant, nous, on a déployé notre déconfinement en proposant dans les réseaux d'éducation populaire, dans le milieu scolaire, un hors les murs, et c'était ça qui refaisait la force de la proposition programmatique, puisque faute de programmation dans les murs ou allégé, c'était ça qui était le fer de lance de notre relance. Là, l'ensemble des réservations a été annulé dans les lieux scolaires, tout simplement parce que le protocole sanitaire qui est encore hésitant dans ces espaces ne permet pas toujours, tout simplement, le déploiement de ce type de projet, en tout cas de médiation, en tout cas pour le moment. Moi, je voudrais juste poser ce sujet sur la table parce que ce qui m'apparaît, c'est vrai que ce qui m'apparaît comme étant nécessaire, c'est ce temps c'est cette nécessité d'être ensemble et de réfléchir ensemble. Je vois les choses un peu différemment sur la question de la communication et de la ressource, en fait. J'entends par là le fait que, pour nous, le confinement, ce reconfinement est quelque chose de très différent du premier, dans la mesure où il n'y a plus les scolaires, il y a une lassitude qui s'est installée, et j'ai le sentiment que si on refait la même chose que la première fois, même s'il est essentiel, et je rejoins absolument ce qui a été dit précédemment, que les musées soient au cœur de la vie culturelle et intellectuelle du pays, il va être quand même très difficile, surtout s'il y a plusieurs épisodes qui se succèdent de reconfinement, ce qui n'est quand même pas exclu, de confondre ainsi communication et ressources. En tout cas, nous, alors que ça n'est pas nécessairement les orientations qu'on a prises depuis l'ouverture, cette question d'existence et d'existence sur les réseaux sociaux, de la génération du trafic d'un côté et de la nécessaire prise de recul, génération de ressources de l'autre, est un paradoxe qui me pose question, à vrai dire. Et à la fois, il faut exister sur les réseaux, dire qu'on est là, et en même temps se recentrer sur des sujets essentiels, sur les thématiques qui sont les nôtres, et ça n'est pas simple. Voilà le sentiment que je pouvais partager avec vous ce matin.
Oui, merci Cédric. C'est un ton un petit peu différent de celui des collègues qui sont intervenus jusqu'à maintenant, mais c'est assez important ce que vous êtes en train de dire aussi. Ça fait partie des sujets qu'on va aborder dans les séances qui vont suivre, et notamment on fera une conférence sur les bonnes pratiques à destination des musées qui sont encore peu présents sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas du tout votre cas, mais ça permet de s'interroger vraiment sur le juste équilibre qui est en train de se trouver, qui n'est pas facile à trouver, sur lesquels chacun apprend en marchant, entre présence sur les réseaux sociaux, présence physique naturellement. Je crois qu'on en a... on va avoir l'occasion d'être inventif. Bien évidemment, cette situation ne va pas durer peu de temps. Je voudrais maintenant passer, si elle est prête à intervenir, la parole à Nathalie, Nathalie Bondil. Nathalie Bondil, vous êtes à Paris aujourd'hui. Merci, d'avoir accepté d'être avec nous ce matin. Vous êtes actuellement vice-présidente du Conseil des arts du Canada. C'est vraiment très intéressant, Nathalie, que vous nous donniez peut-être un écho de ce qui se passe outre-Atlantique. Merci. Merci beaucoup Juliette. Bonjour à tout le monde merci pour cette invitation. Effectivement, du côté outre-Atlantique, le premier confinement a été vécu de manière assez brutale, comme pour tout le monde, mais avec des enjeux posés différemment dans la mesure où les structures privées muséales sont très présentes. Et du coup, s'est posé la question immédiatement de savoir si on devait faire des mises à pied pour donc les employés, et on le voit même au Canada où les structures de musées sont extrêmement différentes, que l'on soit donc du côté de l'ouest du Canada où il y a beaucoup plus de structures privatisées qui ont fait des mises à pied jusqu'à 80% du personnel. Quant au Québec, il y a une différence entre les musées nationaux qui sont plus proches dans leur structure des musées français, dans la mesure où les employés ont tous un travail et un emploi et un salaire assumés par l'État, tandis que donc il existe des structures privées ou semi-privées. Donc je dirais que ce premier confinement a été vécu de manière assez dure au printemps dernier, parce que s'est posé immédiatement la question de la trésorerie. Bien entendu, comme pour tout le monde, on a pensé pouvoir simplement reporter nos calendriers qui étaient bouleversés et finalement ne pas changer de manière intrinsèque la façon dont on pouvait concevoir ces expositions qui étaient tout simplement déplacées dans le temps. Maintenant, avec le rebond qui est aussi très fort au Canada, les musées sont à nouveau fermés, donc se pose une question beaucoup plus cruciale, je dirais même cruelle, dans la mesure où on voit bien que ce modèle économique ne fonctionne plus. On le voit d'ailleurs aux États-Unis où l'association qui regroupe les directeurs de musées américains a adopté une mesure qui est quand même très sensationnelle en autorisant la vente d'œuvres, c'est-à-dire l'aliénation d'œuvres, non pas pour acheter d'autres œuvres comme c'est généralement permis, mais vraiment pour subvenir au fonds de fonctionnement de leur musée. Et très récemment, donc, le musée de Brooklyn a vendu donc, des pièces majeures de leur collection. Alors, au Canada, on n'en est pas là, mais je dirais que le modèle économique est vraiment mis à mal avec cette nouvelle fermeture, car pour beaucoup d'institutions, l'autofinancement est absolument indispensable. D'où certainement un repli dans les échanges, une plus grande modestie dans les coûts d'exposition, peut-être davantage d'attention sur les ressources locales. Il y a quand même des aspects positifs. Les aspects positifs, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire que du point de vue des réseaux professionnels et des échanges, on a énormément parlé ensemble, on a beaucoup dialogué. Et je crois que l'utilisation de tous ces systèmes de visioconférence, même s'ils sont d'une certaine façon déshumanisants, nous a permis un rapprochement. Il y a, moi je le vois du point de vue international, nous avons fait des actions et des expositions assez formidables grâce au réseau Frame. Le réseau Frame est un réseau qui réunit des musées français et américains, donc il y en a plus d'une trentaine, et parce que justement nous étions
étions confinés, eh bien, nous pouvions imaginer des projets ensemble, finalement, en faisant un pied de nez à cet écart kilométrique, donc en faisant fi des océans. Et grâce au réseau Frame, nous avons pu travailler sur des projets éducatifs, notamment que ce soit le Musée des Beaux-Arts de Montréal, qui s'est associé avec le Musée de l'Holocauste, mais encore avec le Musée de Rouen ou encore le Musée de Marseille, etc. d'ailleurs, pour pouvoir célébrer donc, des différents épisodes de nos collections, notamment dans ce cas précis, c'était donc la diaspora juive pour commémorer donc, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors, ce sont vraiment des initiatives que l'on peut faire qui permettent de rapprocher les collections et les experts grâce à nos réseaux professionnels. Je dirais aussi qu'en terminant, il y a la nécessité de ne pas oublier tous ces publics qui ne peuvent plus venir dans nos musées. Et pour pas qu'ils ne subissent la double peine, non seulement ils ne peuvent plus venir au musée, mais en plus de cela, souvent ce sont des publics qui peuvent être défavorisés, qui peuvent être dans des situations compliquées, des publics qui sont soit malades, soit donc, dans une situation de paupérisation. Et je pense que le confinement, certes, est difficile pour nos propres équipes, pour nous-mêmes en tant que professionnels, certainement pour des employés de nos institutions qui vivent dans des conditions assez inégalitaires en termes d'espace de vie, mais c'est vraiment l'occasion de penser à tous ces publics qui normalement viennent au musée, des publics qui ne peuvent plus accéder à la culture, et c'est probablement une opportunité pour pouvoir être encore plus proactif, aller les chercher pour qu'ils puissent aussi avoir cet espace de réconfort que nous incarnons en tant que culture. Et d'ailleurs, on le voit, tous les programmes qui sont liés à l'art-thérapie et au mieux-être sont extrêmement appréciés. Donc, voilà, je dirais que c'est un peu mon point de vue, et je crois qu'il y a beaucoup à faire pour les publics qui ne peuvent plus nous voir. Merci, merci Nathalie. Que d'informations intéressantes vous nous apportez sur une vision si différente de la nôtre. Notamment, vous abordez évidemment des questions qui ici nous semblent difficiles à aborder, la vente des œuvres, pas les problèmes de trésorerie, ceux-là, on va les aborder. Je passerai la parole à quelques membres, directeurs de musées ici qui auront envie sûrement de parler des questions de trésorerie, mais vous insistez sur cette question de que faire pour ceux qui n'accèdent pas à la culture, qui ne peuvent pas accéder à la culture. Et c'est évidemment une question qui vous tient à cœur, mais qui nous tient à cœur aussi, qui est essentielle et qui est essentielle à l'intérieur de l'ICOM. Je passe la parole s'il est d'accord pour intervenir maintenant, et ça fera une belle continuité à Bruno Macquart, le président d'Universcience. Bruno, est-ce que je ne vous vois pas à l'écran, mais je sais que vous êtes dans la salle. Est-ce que je peux vous passer la parole maintenant ? Merci Bruno. Oui, merci. Merci Juliette pour votre invitation, et bonjour à toutes et à tous. Alors je vais faire une belle transition avec ce que vient de dire Nathalie Bondy, parce qu'en fait nous devions ouvrir une exposition à Québec au Musée de la Civilisation en octobre, et mon collègue Stéphane Laroche m'a appelé pour dire, tu sais, on est en reconfinement partiel à partir du mois d'octobre, et donc on ne va pas pouvoir ouvrir l'exposition. Alors ça nous avait un peu mis la puce à l'oreille. Et compte tenu par ailleurs de notre passé professionnel, à notre directrice générale déléguée et à moi-même, disons que le reconfinement faisait partie des hypothèses sur lesquelles on avait travaillé. Alors, on n'a pas simplement fermé des expositions sur nos deux sites, Palais de la Découverte et Cité des Sciences et de l'Industrie. Sur la seconde, on a ouvert une exposition permanente, donc c'est une petite bio inspirée, elle rouvrira quand on pourra le faire, mais surtout le Palais de la Découverte devait fermer fin novembre pour les travaux. Vous savez que le Palais de la Découverte, comme l'ensemble du Grand Palais, va subir une réhabilitation, une restauration d'ensemble. On devait fermer fin novembre, et du coup on a fermé le jeudi 29 octobre au soir avec 24 heures de préavis. On a tous été un peu pris de court, et donc une dernière journée remplie d'émotions en fait, avec nos salariés, avec nos visiteurs. C'était un moment, un impromptu grave,
plein d'émotions, comme je le disais. On avait prévu au mois de novembre un mois de gratuité pour les publics, un grand week-end pour dire au revoir. Tout ça, évidemment, n'a pas pu avoir lieu. On remettra ça à plus loin. On maintient juste la vente aux enchères en ligne par l'étude ADER le 21 novembre, des éléments du Palais de la Découverte, des éléments souvenirs sans valeur patrimoniale, je rassure évidemment tout le monde. Et puis on donne rendez-vous pour le Palais des Découvertes du futur. Vous voyez derrière moi la photo, une photo récente de ce qui sera, le site temporaire du Palais de la Découverte dans le 15e arrondissement de Paris, qui s'appelle Les Étincelles. Alors bien sûr, qu'est-ce qu'on fait? Comme tout le monde, on se redéploie sur Internet avec un focus sur la Covid, sur la recherche, parce qu'on est dans un gigantesque exercice de science en train de se faire. Il est important que la science prend du temps, que la science c'est une méthode et que ce n'est pas celui qui crée le plus fort qui a forcément raison dans ces matières-là. Donc nous accompagnons, j'allais dire, la communication grand public sur ces thématiques et puis nous préparons ce qui va se passer sur les vaccins, puisque vous savez que la France détient un des tristes records, en tout cas parmi les pays dans lesquels la suspicion envers les vaccins est la plus répandue dans le grand public. C'est absolument désolant. Nous avons aussi maintenu quelques petites activités physiques, puisque notre bibliothèque a réactivé son drive, comme on dit. On peut venir faire du click and collect, réserver sur Internet, et puis venir chercher sur site ce qu'on a réservé. J'en terminerai en disant que, en tant qu'établissement de culture scientifique, on cherche un équilibre entre la lutte contre le virus, évidemment, parce qu'on est un établissement public qui applique les directives gouvernementales, mais aussi parce qu'on est un établissement de culture scientifique. Alors, on promeut évidemment les gestes barrières, y compris le téléchargement de tous anti-Covid, que le protocole du ministère du Travail nous engage à signaler à nos salariés, parce que c'est utile dans la vie de tous les jours, mais aussi quand les gens viennent travailler sur site. Et puis, donc, concilier ça avec le maintien d'activités essentielles hors présence du public, bien sûr. On organise des roulements, on a généralisé le télétravail, on interdit les réunions en présentiel. On a quand même réussi hier à accueillir un tout petit effectif, le lancement presse de la saison Africa 2020 avec Ngone Fall et Angélique Kidjo. Et puis, nous préparons notre future exposition de jeans. Et si Tiffany et Anne-Claude pouvaient afficher, partager l'image que je leur ai envoyée, je terminerai là-dessus. Voilà, c'est un petit clin d'œil qui… je partage avec vous en avant-première la file de cette future exposition. J'espère qu'on pourra l'ouvrir. En tout cas, c'était dans le but de nous mettre tous de bonne humeur. Merci à vous. Vous avez vu l'image partagée? Merci Bruno, merci, c'était vraiment précieux d'avoir à la fois ces informations et ce témoignage. Juliette, je voudrais juste ajouter une chose, c'est qu'un de nos collègues du Musée national des beaux-arts de Québec a perdu la vie dans des circonstances dramatiques il y a quelques jours, François Duchesne, et donc je voulais dire qu'on avait une pensée pour lui et pour toutes les équipes des musées de Québec et du Canada qui sont évidemment dans un désarroi profond. Oui, en effet, c'est bien, Bruno, de faire un hommage à notre collègue qui a été assassiné dans la rue. C'est à lui, je pense, que vous pensez. Merci d'avoir évoqué sa mémoire maintenant. Je vais maintenant, si elle en est d'accord, passer la parole à Pauline Chassin, notre collègue Pauline, qui est en Suède en ce moment, ou vit en Suède une bonne partie du temps, et qui peut-être pourrait nous témoigner aussi de ce qui se passe dans ce pays du nord de l'Europe qui a une manière de gérer la crise sanitaire bien différente de la nôtre. Merci Pauline.
Oui, 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 tout à fait. Bonjour à tous, merci. Et tout d'abord, en préalable, je voulais dire combien je comprends qu'il y ait voilà, une certaine prudence à avoir par rapport à cette pandémie et combien les décisions doivent être difficiles à arbitrer lorsqu'il s'agit de réorganiser toute la société, mais que parfois j'ai l'impression que peut-être il y a des choix qui se font, en tout cas des choix qui questionnent effectivement, comme le disait Monsieur Chevalier, la place et le statut des différentes voilà, partie de la société. Et pour ce qui concerne la Suède, dans une approche qui a été assez différente, comme vous le savez, je pense, on a néanmoins, là, dans les jours récents, des paradoxes qui sont assez étonnants. Et donc, je vais juste être factuelle parce que moi, je n'ai pas les tenants et les aboutissants de ces prises de décision. Mais dans le même temps, le 22 octobre ont été annoncées des mesures dites resserrées, puisqu'effectivement, chez nous aussi, la pandémie se redéveloppe. Donc, dans le même temps, on annonce un resserrement et notamment la fermeture des musées depuis le 30 octobre jusqu'au 19 novembre. Dans le même temps, on monte la jauge des événements en fait, culturels et scientifiques de 50 à 300 personnes. Et dans le même temps, on garde les discothèques ouvertes. Alors, je crois qu'on reste assis et qu'il y a de toute façon une jauge là également, une jauge à 50 personnes. Mais je trouve que c'est assez intéressant de mettre tous ces choix un petit peu en perspective. Et du coup, je m'interroge effectivement sur la place du coup des musées lorsque eux sont fermés du coup dans ce contexte-là. Merci, merci Pauline, c'est vraiment intéressant d'avoir tous ces témoignages et tous ces points de vue différents qui nous sont apportés. Je vais passer maintenant la parole à Céline Chanas qui est parmi nous. Céline, peut-être tu as ces deux casquettes, à la fois Musée de Bretagne et à la fois la FEMS. Ton témoignage maintenant va être vraiment important pour nous. Oui, bonjour à tous et toutes. Alors, c'est vrai qu'en tant que présidente de la FEMS, j'essaierai de vous donner quelques éléments de la température du réseau, même si je n'ai pas encore suffisamment de remontée d'informations. Voilà, c'est vrai que ICOM a été très rapide, donc bravo pour la réactivité. On est nombreux autour de nos écrans. Et puis je parlerai un petit peu effectivement du sujet du musée de Bretagne, puisqu'effectivement j'ai des éléments plus concrets. On était en plein montage, enfin, on est plutôt en plein montage d'expo, donc c'est vrai que je partage certains avis, voilà, qui ont pu être exprimés. Et je pense que c'est compréhensible, le dépit, le découragement. Enfin, c'est vrai qu'on avait réouvert nos musées, on a réouvert nos musées, ils avaient du succès. Nous, au musée de Bretagne, on a une meilleure fréquentation depuis juin, on a réouvert le 2 juin jusqu'à fin août qu'on l'avait en 2019. Voilà, des publics étaient rassurés aussi par le contexte sanitaire que nous avions mis en place, et puis une expo qui devait ouvrir la semaine prochaine. Donc c'est vrai que c'est difficile, et donc en tant que voilà, que à la tête d'un musée, à la direction, on a aussi le devoir voilà, d'emmener nos collègues, nos équipes vers cette forme d'aller de l'avant. Mais moi je l'aborde de manière un petit peu différente. C'est vrai que on a beaucoup appris, je pense, au travers des différentes sessions de l'ICOM. À la FEMS, on a mis en place aussi un autre format qu'on a appelé Muséo Covid, qui nous est aussi redemandé, qu'on va réimpulser. Et donc, on est plutôt sur la vision aussi de se poser pour ne pas se disperser, ne pas s'éparpiller, et plutôt faire des choix au vu aussi d'une bonne définition de ce qui est notre périmètre du service public, puisqu'on a entendu en début d'émission Jérôme Paridou qui parlait de différentes stratégies que pouvaient avoir les collectivités territoriales vis-à-vis des agents d'accueil. Nous, à Rennes, on est aussi clairement dans cette question. Donc, on va essayer de poser les choses et de bien les porter aussi auprès de nos équipes. Moi, au musée de Bretagne, c'est vrai que juste pour prendre cet exemple-là, on est passé en télétravail très rapidement.
Donc c'est vrai que je remercie aussi, enfin c'est un remerciement aussi aux collègues, et je pense que chacun a ses situations dans ses équipes. On a des collègues qui ont été très réactifs, il y avait des congés, donc certains ont aussi tout fait pour mettre en œuvre dès lundi le télétravail. Par contre, dans les choix qu'on a fait, on a très clairement énoncé, nous, notre volonté de maintenir l'ensemble des chantiers qui impliquaient aussi des acteurs économiques. Donc, je pense notamment aux restaurateurs du patrimoine, mais aussi des prestataires comme des entreprises de numérisation ou des photographes indépendants. On a parlé des acquisitions. Donc, tous les chantiers sur site sont maintenus. Et donc, on a assez bien défini le cadre des missions qui étaient exercées en télétravail et des missions qui étaient exercées, on va dire, sur place. Après, ce confinement, il est assez différent dans la mesure où on a à la fois cette expérience, mais on a peu de lisibilité. Donc, c'est vrai que je pense que ce n'est pas du tout aisé et facile de se projeter. Moi, dans les questions posées, que Juliette, tu avais posées et que j'ai essayé un petit peu de réfléchir, tu posais la question, il y avait deux questions. Les publics retrouvent-ils le chemin du numérique? Alors oui, on a vu, et je cite quelques exemples de plus petits musées qui n'étaient pas sur les réseaux sociaux, des adhérents FEMS, comme le musée de la chemiserie et de l'élégance à Argenton-sur-Creuse, très clairement, qui a mis en place voilà, ces actions-là, ou des visites live virtuelles sur Facebook ou sur YouTube qui se développent. Donc, on voit aussi que, que les musées, y compris les plus petits, s'adaptent. Après, sur les innovations, et du coup, je rebondis, je crois que c'est Cédric Plesset qui a abordé ce sujet, qui est la question des médiations hors les murs. Je pense qu'il y a là un vrai sujet, puisque finalement, où est-ce qu'on nous attend aussi aujourd'hui en termes d'usage et de service public, c'est la question de nos interventions à l'extérieur. Donc c'est vrai que nous, au Musée de Bretagne, on est en train de réfléchir sur des formats qui pourraient être déployés à l'extérieur. Et c'est vrai que je pressens un sujet qui pourrait être intéressant à partager avec d'autres collègues ici présents ou ailleurs si les questions-réponses s'en suivent là-dessus. Bonjour, merci vraiment Céline, c'est très 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 intéressant en plus ces deux approches. Je vais peut-être passer la parole maintenant à Laure Ménétrier, que je ne vois pas à l'écran, mais je sais que Laure est parmi nous, elle va apparaître. Oui. Laure, merci, toujours fidèle hein, à nos séances. Laure, tu as cette particularité d'être dans un musée qui n'est pas ouvert et donc tu es dans les préparatifs, tu continues d'être dans les préparatifs. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous êtes en train de… Comment vous réagissez en ce moment à ce qui est en train de se passer? Oui, bonjour Juliette, bonjour à tous. Donc tout d'abord, je remercie ICOM France de nous avoir proposé ce rendez-vous très très vite. Vous m'entendez? C'est tout bon? Oui, parfait. Parce que c'est vraiment précieux de pouvoir partager toutes ces impressions, ces ressentis, ces réflexions sur ce que nous vivons actuellement. Donc j'ai entendu ces mots de découragement, de désarroi, de frustration. Donc je ne vais pas vous cacher que c'est également ce que nous avons ressenti avec mon équipe il y a une semaine, puisque donc comme l'a très bien dit Juliette, je suis dans un musée qui est fermé depuis 22 ans. Qui s'apprête à ouvrir. Pour être d'ailleurs très concret, les cartons d'invitation à l'inauguration étaient souplis, prêts à partir. La programmation culturelle prête à être lancée. Je devais faire la première conférence d'inauguration. On était en train de former l'équipe d'accueil qui venait de prendre leur poste. Donc voilà, donc on accuse le coup et on se pose des vraies questions pour la suite. Dans quelles conditions on va pouvoir à un moment donné ouvrir ce musée où il y a beaucoup d'attentes et de la part de la collectivité, de la ville d'Épernay et du territoire à l'égard de ce musée. Et voilà, donc la première chose, c'est qu'on accuse le coup, il y a de la fatigue nerveuse, de travailler un peu en stop and go là, depuis de nombreux mois, et de se dire que ça va certainement continuer sur peut-être l'année 2021. Donc voilà, depuis quelques jours, je me sens avant de penser au public et aux collections, je suis avant tout animatrice d'équipe pour justement essayer de trouver, d'abord réfléchir
à ces nouvelles conditions de travail, télétravail partiel qui a été mis en place. Mais voilà, on a beaucoup de rendez-vous sur site à honorer. Je vous laisse imaginer tous les derniers préparatifs muséographiques, préparation des visites guidées, etc. Bon, bah ça, voilà, tout ça, ça se fait sur site et pas depuis chez soi. Donc, réfléchir à cette nouvelle feuille de route pour l'équipe et puis essayer de trouver des leviers de motivation, essayer de remobiliser l'équipe et de retrouver cette énergie, cette intelligence collective pour définir ce que va être notre calendrier dans les prochaines semaines. Donc, voilà, les derniers jours ont été essentiellement consacrés à ça. L'autre chose que je voulais dire, et je rejoins beaucoup de choses qui ont déjà été des témoignages qu'on a déjà entendus là depuis le début de cette séance, au sujet du lien à créer avec nos visiteurs via le numérique. C'est vrai que pendant le premier confinement, on avait, nous à Épernay, conçu pas mal de productions numériques culturelles, des jolies choses, très jolies choses qui permettaient de valoriser nos métiers et nos collections. Mais on n'est pas le musée du Louvre et puis on est fermé, donc le lien avec les visiteurs virtuels, il est encore à créer, il n'existe pas vraiment, donc on a une audience qui est très honorable mais qui reste faible et donc je me pose beaucoup de questions, comme ça a déjà été dit par d'autres, pour la suite, de se dire oui, le numérique c'est très bien, on peut faire beaucoup de choses en termes de visibilité, de valorisation, mais c'est vrai que jusqu'à présent, on l'imaginait avant tout comme un accompagnement de la vraie rencontre avec le musée et avec les œuvres, mais pas comme quelque chose qui se substitue totalement à la rencontre avec les œuvres. Donc, je sais pas comment vraiment aborder les choses pour la suite, finalement par rapport au fait de mobiliser les équipes sur de la production numérique culturelle. En tout cas, là, voilà, pour ce mois ces prochaines semaines de confinement, je sais pas combien de semaines, il faut imaginer de confinement. L'idée, c'est plus d'essayer de travailler sur ce que sera notre offre culturelle quand on pourra enfin ouvrir ce musée. Voilà. Offre culturelle qu'il va falloir adapter du fait du contexte. Donc voilà, je rejoins, il y a eu pas mal d'idées qui ont été proposées, de réfléchir à cette médiation de proximité hors les murs, réfléchir à des animations qui vont être faites avec des petites jauges, à des conférences avec retransmission. Là, on avait pas mal, nous, de projets socio-culturels qui devaient se mettre en place, de réinsertion notamment. Donc, on va essayer de voir si on peut maintenir ces projets, mais dans un autre format, dans d'autres conditions. Voilà, donc là, on est vraiment là-dessus, de voir comment, par rapport à tout ce qu'on avait imaginé dans notre projet culturel, comment on va pouvoir mettre ça en place en imaginant que nos conditions de travail et d'accueil des visiteurs vont être très différentes dans les mois à venir et certainement sur peut-être toute l'année 2021. Voilà, donc là, c'est des choses un peu à chaud, mais je rejoins un peu tout ce qui a été dit par les collègues jusqu'à présent. Un petit peu de découragement et de la déception forcément, parce qu'on était nous vraiment dans les starting blocks à se dire ça y est, on l'ouvre enfin ce musée, mais voilà, là on essaye de retrouver de la motivation et de se dire qu'en effet on est un service public, on est essentiel, à nous de voir comment on peut remplir ces missions dans ce nouvel environnement, cette nouvelle donne sanitaire. Merci Laure pour ce message d'optimisme. Je crois que la motivation, elle est là. Je pense que si on est 160 ensemble là, à se serrer les coudes, c'est un signe de motivation. Merci de ces interventions aussi sur le numérique. Je pense qu'on aura un petit peu de temps pour le débat après et je pense qu'on reviendra avec ceux qui nous écoutent sur cette question. Je voudrais passer la parole maintenant, si elle en est d'accord, à Sophie Kervran, qui est directrice du musée de Pont-Aven et du musée de Concarneau, je crois les deux. Alors là aussi, à Pont-Aven, vous veniez d'ouvrir une exposition, je crois. Donc, réaction. Merci pour l'invitation. Je remercie notamment aussi Estelle Guidébut-Fresneau qui était à la tête des musées de Pont-Aven et de Concarneau jusqu'à il y a peu et à qui j'ai eu la chance de succéder. Donc en effet, nous avons ouvert l'exposition Réserve ouvre-toi par un Facebook Live pour parler en bon français et un vernissage virtuel le 15 octobre. Une exposition qui était née pendant le confinement parce que pendant le confinement numéro 1, nous avions fait voter virtuellement les internautes pour choisir les 35 œuvres qu'ils voulaient voir sorties des réserves pour les 35 ans du musée.
Donc la question actuelle, c'est est-ce que le confinement numéro 2 permettra de poursuivre ou pas cette exposition? Et je voulais également poser cette question aux collègues, c'est quelle est votre position pour 2021? Moi, c'est quelque chose qui est pour moi source d'incertitude en ce moment. Est-ce qu'on maintient la programmation que nous, on pensait ouvrir au mois de février? Est-ce qu'on poursuit les expositions? Est-ce qu'on aura le budget pour mener tout ça à bien? Donc certes, résilience, adaptation, pardon, mais aussi frustration et incertitude. Nous, de côté, l'accent sur la santé de nos agents. Donc, le télétravail au maximum, des permanences d'agents pour maintenir la sécurité et la sûreté de l'établissement. Et on s'est surtout rendu compte, et là je rejoins ma collègue Laure que je viens d'entendre, on s'est rendu compte que finalement on n'avait pas très bien anticipé le deuxième reconfinement au niveau numérique. Et que quand on a déconfiné, on s'est surtout axé sur les projets qu'il fallait remettre en branle rapidement, les projets d'exposition, la programmation rapidement. Et quand on a reconfiné, on s'est dit qu'on repartait encore à zéro, qu'on n'avait pas anticipé les outils numériques qu'on pouvait mettre à disposition du public. Et c'est aujourd'hui cette question qui se pose, c'est la question de la formation de nos équipes, de l'emploi autour du numérique, du budget autour du numérique et de notre capacité d'innovation sur ce point-là. Donc certes, on a toujours des idées pour les réseaux sociaux, pour des ressources à mettre en œuvre, mais ça re-questionne aussi nos métiers. Donc voilà, plusieurs interrogations et sur le futur de notre programmation et sur le numérique dans le musée. Et puis voilà, haut les cœurs, on va dire. C'est joli comme dernier mot, mais c'est peut-être pas le dernier mot parce qu'on vous reposera des questions peut-être tout à l'heure. Je passe maintenant la parole, si elle en est toujours d'accord, à Anne-Sophie de Gasquet du Centre Pompidou. Et Pompidou aussi a ouvert il y a quelques jours une grande expo qui bien sûr est fermée, très dynamique aussi le Centre Pompidou. Est-ce que Anne-Sophie est avec nous? Oui, bonjour. Voilà, je ne vous voyais pas. Merci, je vous passe la parole. Merci, bonjour à tous. Donc effectivement, comme vous le disiez, on a accueilli ce confinement avec tristesse puisqu'on venait d'ouvrir cette exposition Matisse comme un roman depuis une semaine à peine. Donc, cette exposition avait très bien démarré avec plus de 3000 personnes par jour. Donc, avec les jauges réduites, c'était vraiment une très belle fréquentation. C'est vrai que cet été, quand on a réouvert en juillet avec l'exposition Tristesse, ça a bien fonctionné, mais on voyait que le public quand même mettait du temps à revenir. Et là, avec Matisse, ça y est, on avait tous vraiment repris le moral sur la fréquentation de nos musées. On avait tenu à garder en fait les expositions d'artistes vivants aussi cet automne, notamment le prix Marcel Duchamp avec ces 4 jeunes artistes dont l'exposition avait démarré il y a seulement 3 semaines, et l'exposition Martin Barré qui avait ouvert il y a 2 semaines. Et la vraie déception est venue aussi du Festival Move, qui a ouvert malheureusement la veille du confinement. Donc tout ça a été un peu dur comme pour vous tous, hein. C'est ce que j'entends de vos différents témoignages. Alors, pour les équipes, l'avantage, il me semble, au Centre Pompidou, c'est que le télétravail fonctionne bien. Il avait déjà été mis en place il y a à peu près 2 ans. Alors, évidemment, tout le monde n'était pas en télétravail, mais il y avait quand même cette habitude qui avait été prise. Il y avait pas mal d'équipes qui avaient commencé à être équipées. Le premier confinement avait augmenté cet équipement, mais je trouve que franchement, les équipes, d'une manière générale, sont extrêmement bien équipées. On a pris l'habitude de travailler, c'est-à-dire que par rapport au premier confinement, on maintient toutes les réunions, on maintient tous les APS, tous les APD pour toutes les expositions des années à venir. Enfin, on est en ordre de marche pour fonctionner vraiment bien en télétravail.
Ce qui diffère vraiment avec le premier confinement, c'est que effectivement, on a donc eu l'autorisation de faire venir toutes les équipes, alors aussi bien les équipes techniques, enfin les équipes qui ne peuvent pas télétravailler, ça c'est une vraie différence pour nous par rapport au premier confinement. Donc là, on était en plein démontage de l'exposition Christos, qui nous a permis effectivement de faire partir les œuvres. Ça nous permet d'accepter les demandes de prêt et de continuer notre politique de prêt de musées français et étrangers qui continuent à nous le demander. Donc voilà, on est quand même en ordre de marche et la dynamique n'est pas la même que premier confinement. À mon avis, le défi, ça va être vraiment de veiller au moral des équipes. C'est vrai que pour l'instant, on sent que les équipes ont envie de revenir sur site, celles qui peuvent. Donc maintenant, il va falloir qu'on arrive à maintenir dans la durée un moral positif pour tout le monde. Une des différences aussi avec le premier confinement, vous savez que nous, on a des salles de spectacle et de cinéma, notamment sur le spectacle, on a pu maintenir les répétitions de certains spectacles, ça nous semble aussi hyper important. Voilà, donc ça fait partie des points positifs. Alors sur la programmation, pour revenir sur ce que disait Sophie précédemment, nous, en termes de programmation pour 2021, là, à ce stade, on est dans une position d'attente, c'est-à-dire qu'on préfère attendre de savoir quelles seront les annonces du gouvernement la semaine prochaine aussi en termes de durée du confinement. On espère en savoir plus la semaine prochaine. Donc à ce stade, on n'a pas pris de décision sur l'année 2021 et les années suivantes, puisqu'on sait qu'évidemment, chaque décision a des répercussions sur les autres expositions. Dans notre enjeu, là, d'une manière très à court terme, c'est évidemment tout ce qui est visite virtuelle de nos expositions. Donc, on avait déjà mis en place depuis plusieurs années, mais là, l'enjeu, c'est de les mettre en ligne le plus vite possible. Donc, on a laissé venir les équipes. Donc, cette semaine, on est en train de réaliser la visite virtuelle de l'exposition Matisse. On va mettre en ligne l'exposition Martin Barret et Global Résistance. On l'a abordé dans les précédentes interventions. Il y a tout ce qui concerne l'intervention des conférenciers du Centre Pompidou dans les écoles de la ville de Paris. Donc ça avait été mis en place pendant le premier confinement. Donc je sais que la direction des publics du centre est en train d'y travailler. Voilà, et maintenant on essaie de se réinventer pour avoir des nouvelles propositions. Voilà, c'est ça l'autre enjeu. Merci vivement, Sophie. Vous avez beaucoup insisté sur la question du télétravail. Je suis bien convaincue que dans le débat que nous aurons un peu après, cela reviendra. Et peut-être même, Émilie Girard, tu es au MUCEM, tu peux peut-être témoigner maintenant. Émilie, la question du télétravail, c'est peut-être pas ça que tu as envie de dire, mais vous avez été très rapidement mise en télétravail, je crois, au MUCEM. Merci de ton intervention maintenant. Oui, bonjour à tous. Effectivement, on est passé en télétravail, je pense un peu comme la majorité d'entre vous, dès vendredi dernier, très très rapidement. On avait pu bénéficier là aussi, au bénéfice de du premier confinement, d'un équipement assez large qui fait qu'au moins au niveau de l'équipe scientifique, tout le monde était équipé et a pu très vite, j'allais dire, reprendre hélas de vieilles habitudes. Avec aussi, j'ai trouvé un moral moins évident que lors de la première vague de confinement. L'effet de sidération n'était pas là, mais justement, je crois que les équipes savaient à quoi elles pouvaient s'attendre. Et je trouve que il faut vraiment, comme le disait Anne-Sophie, continuer à mener les réunions, ne pas donner de rupture, de manière à pouvoir faire que la machine fonctionne et que le moral soit, j'allais dire pas au beau fixe, parce qu'il ne sera pas au beau fixe, c'est en courant, mais le meilleur possible. Donc ça, c'est le premier constat que je dresse, c'est effectivement celui d'un petit coup moral général quand même des équipes. Et le second, j'avais deux points que je voulais souligner, c'est au MUCEM, je crois qu'on avait quand même un peu anticipé la possibilité que ça réarrive relativement vite. Et on a appris du premier confinement, et j'allais dire qu'on avait aussi appris de l'entre-deux, où on a pris l'habitude de doublonner tout ce qui était notre programmation sur place par une programmation à distance avec un accès sur Facebook, sur notre chaîne YouTube, pas de toutes, mais de beaucoup de notre programmation, de colloques, de conférences et autres, ce qui nous a permis de pouvoir réagir très vite. C'est-à-dire tout ce qui était prévu dès cette semaine d'ailleurs, sur, on va dire, programmation, exposition, on l'a fait
Et on l'a fait sur Facebook Live, sur YouTube, de manière à continuer à avoir une offre. On lançait lundi ce qu'on appelait les lundis d'après, qui ne sont plus vraiment des lundis d'après, mais du lundi du pendant, un cycle de conférences, notre cycle le temps des archives qu'on dédie cette année aux situations de crise. Le premier opus, c'était lundi soir sur la crise sanitaire. On l'a tenu, on l'a enregistré dans l'après-midi, on l'a diffusé en soirée, de manière vraiment à continuer à avoir une activité dans cette phase où forcément on est entre parenthèses, où on aimerait ouvrir et en même temps ouvrir si les personnes ne peuvent pas se déplacer. Quel sens ça a économiquement? Est-ce que c'est viable? Bien sûr que non. Donc, on est tenu de ça. Ce qui m'amène du coup au point où je voulais en venir, c'est-à-dire vraiment une nécessité urgente qu'on ressent tous, je pense, à rouvrir vite et à rouvrir encore plus vite ce qu'on a pu le faire à l'issue du premier confinement. Et c'est pour ça que la machine, on n'a pas du tout envie qu'elle s'arrête. On a envie de pouvoir, ouvrir dès le lendemain, dès que les feux seront au vert. Donc, par exemple, nous, on prévoit début décembre, je ne sais pas si ça sera début décembre, je ne veux pas être trop optimiste, mais on prévoyait l'ouverture de la présentation renouvelée d'une partie de notre galerie permanente. On continue, c'est-à-dire qu'on fait tout on fait comme si on allait ouvrir début décembre et les travaux de scénographie continuent, les prêts d'œuvres, on a eu des interrogations parce qu'on avait des choses qui venaient de l'étranger. Pour l'instant, c'est confirmé, les transporteurs fonctionnent, on continue à travailler avec nos restaurateurs, on continue à prêter comme le Centre Pompidou, on continue à avoir des projets d'acquisition de manière à pouvoir remettre les choses très très vite et de pouvoir réouvrir nos portes et notre fonctionnement, je ne vais pas dire normal, mais en mode dégradé, comme on le sait que ça se fait au moment des reprises d'après-confinement maintenant, mais de le faire le plus vite possible parce que voilà, on a tous ce sentiment d'urgence qui, je pense, nous habite quotidiennement maintenant. Oui, merci, Émilie. On a vu la vitalité du MUCEM cet été. Réouvrir vite, oui, ce sera l'enjeu plus vite. Ben, on a malheureusement un peu d'expérience pour réouvrir plus vite. Excuse-moi, j'ai oublié de dire un truc dont je voulais absolument parler, c'est ce désir aussi de faire un peu teaser. Nous, on devait ouvrir une exposition mercredi. Qui est l'exposition folklore, qu'on devait ouvrir au Centre Pompidou-Metz la semaine du premier confinement. Donc, c'est une exposition qui est un peu l'exposition chat noir, alors qu'elle est magnifique et que c'est vraiment une très jolie proposition. Et ben, on a fait une sorte d'événement qui est là aussi de vernissage virtuel, une émission type télémission de télé, plateau télé de 40 minutes, donnant la parole au commissaire, mettant des focus sur le montage. On a fait des petites capsules vidéo qu'on avait anticipées et qu'on a pu mettre en ligne, qui nous permet quand même d'avoir une sorte de vitrine, de dire bah voilà, dès qu'on rouvre, vous aurez cette exposition qu'il faut venir voir. Donc ça permettait aussi, de faire un peu produit d'appel. Merci. Tu abordais aussi dans ton intervention la question des prêts, des acquisitions. Jérôme, tout à l'heure, nous a dit bien sûr qu'il fallait continuer ces activités-là. Peut-être qu'on aura un petit peu de temps pour en reparler aussi. Je voudrais maintenant passer la parole à Yvon Figueras du Musée des Arts Décoratifs de Paris. Yvon, vous êtes quelque part, je ne vous vois plus, mais ça va. Si, je suis là, il n'y a pas de problème. Bonjour Juliette, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit et toutes ces idées qui se recoupent, qui sont la problématique de la déception, d'une fermeture à nouveau, les difficultés au niveau des ressources propres, tous ces aspects que nous tous nous connaissons et qui sont actuellement nos préoccupations principales. Au Musée des Arts Décoratifs, on venait d'ouvrir 2 semaines auparavant l'exposition Luxe, qui était un énorme succès, puisqu'on était entre 2006 et 3000 personnes jour en termes de visites. Donc, ça a été un coup dur. Et on avait ouvert quelques projets avant de plus petite envergure. La différence, globalement, et là, je rejoins... peut-être Cédric Le Sec, c'est la question de la temporalité, qui a été l'un des premiers sujets qu'on a traités dès le premier confinement. C'est-à-dire qu'on a revu complètement l'intégralité de notre programmation dans une nouvelle temporalité avec un temps plus long, ce qu'on appelle le slow time, et quelque chose qui nous a tout de suite parlé parce qu'on s'est dit, il y a un premier confinement, le public va revenir chez nous d'une manière différente.
Il va falloir travailler complètement l'intégralité du parcours qui intégrera à la fois les expositions temporaires, mais aussi la partie liée aux collections. Et chez nous, pour ceux qui sont venus ces derniers temps, vous avez vu qu'on a des expositions qui lient à la fois le parcours temporaire et le parcours permanent. Donc, ça a été quelque chose qu'on a travaillé dès le mois d'avril, qu'on a continué à travailler lorsqu'on a rouvert. Et en fait, on a gardé l'intégralité des projets que nous avions commencé à mettre dans notre programmation de 2020 à 2023-24. Par contre, une nouvelle temporalité, c'est-à-dire un temps plus long de présentation, une réorganisation des projets avec nos partenaires à l'international, puisque les plus gros projets que nous présentons souvent sont des projets de coproduction ou de tours d'itinérance qui ont été organisés en amont. Et pour les autres projets de plus petite envergure, des projets plus liés sur les collections. Mais encore une fois, la possibilité de pouvoir présenter ces projets sur un temps plus long, et c'est ça qui a été mis en place depuis la réouverture et même avant, lors du premier confinement, avec l'intégralité de nos partenaires, avec nos prêteurs, auprès desquels on communique extrêmement facilement, très rapidement, puisqu'on renvoie à tous nos prêteurs en une seule journée l'intégralité des informations qui concernent les expos qu'on a en cours. Donc, il y a toute cette réactivité-là. Comme Anne-Sophie de Gasquet au Centre Pompidou, le télétravail chez nous a été quelque chose qui a été extrêmement facile à remettre en place, puisque lors du premier confinement, on a eu des petits problèmes techniques au tout début à cause du matériel qui n'avait pas pu être distribué à tout le monde. Et par contre, effectivement, on s'est méfié de la possibilité d'un reconfinement à l'automne et on avait équipé la majorité des gens qui avaient besoin d'être en télétravail. Le télétravail en soi, chez nous, ne pose pas réellement de problème. L'organisation se fait naturellement. Pour les gens qui travaillent sur place, comme tout ce qui est restaurateur, atelier, etc., il y a un roulement qui s'effectue de manière à ce que tout le monde puisse travailler en totale sécurité. On a réaménagé l'intégralité des horaires des personnes pour pas que les personnes qui viennent travailler au musée soient confrontées à la difficulté de se déplacer avec beaucoup de gens dans le métro, etc., etc. Tout ça a été revu complètement. On y fait très attention, on est très attentif à tout ça. Et dans un registre un peu différent, certains d'entre vous le savent, je suis secrétaire de l'International Exhibition Organizer. Je discute assez régulièrement avec mes collègues du Steering Committee, donc des musées internationaux, et on a cette capacité effectivement à pouvoir échanger sur les difficultés, aussi bien au niveau des musées américains, comme Nathalie le disait tout à l'heure, mais avec des musées asiatiques et avec d'autres régions du monde, de voir aujourd'hui comment eux aussi gèrent cette situation qui semble de toute façon compliquée aujourd'hui pour tout le monde. Et que personne ne peut vraiment anticiper. Avec ce type de retour, nous, au MAD, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le temps de la réorganisation, quitte à revoir avec l'ensemble des personnes avec lesquelles on travaille la manière dont on va programmer le futur. Mais aujourd'hui, sur 2021, tout est calé. On a réduit le nombre des expositions qui sont présentées dans l'année. On les présente plus longtemps et on déplace le curseur à 2022, 2023, 2024. Merci Yvon, vous avez beaucoup là aussi parlé de télétravail. Je le dirai tout à l'heure, ce sera l'un des sujets d'un prochain Zoom. Mais c'est vraiment, ce serait peut-être intéressant si on a 5 minutes de discussion après, que ceux qui ont une expérience constructive et positive du télétravail indiquent à ceux qui se sont moins emparés de ces nouvelles modes de travail un peu quelques clés. Soit on le fera aujourd'hui, soit on le fera plus tard, mais c'est vraiment intéressant
intéressant qu'on ait cette vision d'un certain nombre de musées qui se sont mis très, très vite et très spontanément au télétravail, qui quelquefois le pratiquaient avant d'ailleurs, et qui viendront, je l'espère, en aide, c'est toute la force du réseau, à ceux qui rencontrent peut-être plus de difficultés pour le mettre en place. Je voudrais passer la parole à Laurent Turner, qui dirige la maison Robert Schuman à Metz. Laurent, tu es parmi nous, je ne sais plus où, je ne te vois plus, mais je t'ai vu, je te passe la parole. Oui. On me voit? Enfin, on m'entend du moins? Oui. Oui, c'est bon, ok. Parce que je n'ai pas forcément le retour de mon côté. Donc oui, en fait, voilà, tout le monde a très bien résumé la situation du moment, c'est-à-dire la sidération la semaine dernière au moment de l'annonce de ce retour en confinement. Pour autant, j'ai été moi relativement surpris par les réactions de mes équipes. Il y a eu deux types de réactions. D'une part, ceux qui se sont dit, bon, on ne va pas perdre de temps comme la première fois, c'est-à-dire on va se mettre au télétravail tout de suite, qui ont su s'organiser, pour qui le premier confinement a été plein d'enseignements et leur a permis d'acquérir une méthodologie assez rapidement sur la manière de faire. Et la seconde partie d'équipe qui, elle, eh bien, était plus à se questionner, à savoir comment faire pour repartir, et puis surtout pourquoi repartir vers télétravailler et quitter son site. Donc là, il y a eu le premier vendredi un gros travail pédagogique qui a été fait avec une partie de ces équipes. Je précise, en fait, puisque Juliette a dit en partie, je m'occupe de la maison de Robert Schuman à Sichazel et du musée de la guerre de 1870 et de l'annexion à Gravelotte. Donc deux musées qui sont séparés de 6 km, deux équipes qui sont officiellement mutualisées en réalité, qui travaillent sur des missions bien particulières pour chacun des sites. Donc c'est toute une organisation qui a été à remettre en place, sachant que sur les deux, nous avons évidemment aussi des travaux qui étaient en cours. À la maison de Robert Schuman, nous avons la muséographie qui est en cours de reconstruction, enfin de transformation du moins, et qui aurait dû être inaugurée initialement au mois de juin, mais le premier confinement a fait que beaucoup de sociétés n'ont pas pu venir ou ont du mal à se remettre ensuite en ordre de bataille pour travailler. Et puis le musée de Gravelotte, eh bien, son exposition temporaire, elle a été reportée à 2021. C'est une très très rapidement du fait notamment eh bien, de la question des prêteurs. On s'est mis à la place de certains prêteurs en se disant que si c'était compliqué pour nous de réaliser des prêts, ça devait l'être également pour certains autres. Donc on a préféré avoir un grand principe de précaution et repousser le tout de 8 mois à peu près pour pouvoir faire quelque chose de correct. Et puis en même temps, bien utiliser également pour l'exposition de Gravelotte l'expérience du premier confinement pour pouvoir approfondir bien les connaissances et le discours qui était à l'intérieur. Quoi dire d'autre? Oui, pour nous, quand je disais tout à l'heure que c'était un choc d'avoir ce confinement revenir, ce nouveau confinement arriver aussi rapidement, c'est tout simplement parce que nous avons eu un été qui était intense. En fait, sur les deux musées, j'ai eu 2 années anniversaires, pour le musée de la guerre de 70, le 150e anniversaire de la guerre franco-prussienne, qui a donné lieu à des commémorations importantes, une visite ministérielle également au mois d'août. Et pour la maison de Robert Schuman, nous étions sur le 70e anniversaire du discours du 9 mai 1950. Là aussi, toute une programmation qui a été mise en place. Aussi une visite ministérielle, cette fois en septembre, au moment des Journées du patrimoine. Et puis, surtout, à partir du moment où nous avons rouvert le 8 juin, on a eu une fréquentation estivale comme jamais nous n'avons connu sur les sites, que ce soit depuis 2014 pour Gravelotte ou depuis 2009 pour la maison Schuman. Donc pour nous, ça a été véritablement un arrêt brutal, et puis ça a été également un travail avec les groupes, avec les scolaires également qui comptaient venir, avec également les journalistes qui comptaient venir également pour faire des reportages, donc voire pour remettre un petit peu tout en place et pour pouvoir recréer quelque chose un peu plus tard, mais quand ça, personne ne le sait vraiment, puisque nous sommes tous à devoir nous rattacher aux annonces gouvernementales que l'on aura la semaine prochaine. Quoi dire d'autre, si ce n'est que, un peu comme partout, la réorganisation au sein des sites ici a été de voir les choses qui pouvaient être faites avant la fin de l'année, qui devaient être faites avant la fin de l'année, que ce soit en termes d'inventaire, de finalisation de récollement par endroit, que ce soit également sur du tri, du rangement, l'accueil d'entreprise aussi. En fait, finalement,
on va dire, là, ce nouveau confinement est peut-être plus dans un musée dépendant d'une collectivité territoriale, un département en l'occurrence pour nous, de taille modeste, on va dire, par rapport à d'autres intervenants comme on a pu en avoir tout à l'heure, hein, je parle des musées nationaux notamment. On a eu une organisation du coup qui va être à la fois une organisation véritablement intellectuelle avec le côté un peu administratif et une organisation aussi manuelle avec eh bien, la volonté de chacun de mettre la main à la pâte au sens propre du terme et puis de pouvoir eh bien, réaliser quelques bricolages et être vraiment acteur actif malgré tout. Et je tiens à dire que une des choses qui a été importante, notamment pour le musée de Gravelotte, pour pouvoir encaisser ce nouveau reconfinement, ça a été bien l'annonce assez rapidement de la part du ministère de la Culture de la volonté de mettre sur les réseaux sociaux la nuit des musées, puisque là, de manière assez simple, assez rapide, l'équipe des médiateurs du musée de la guerre a décidé de se mettre en marche pour pouvoir eh bien, réaliser une programmation numérique tout à fait originale. Donc, voilà, dès vendredi dernier, on s'est mis à l'œuvre pour commencer à réaliser quelque chose, à créer de nouveaux contenus, et puis en même temps, eh bien, à écrire d'autres choses, puisque au moment du premier confinement, nous avions mis en place sur les réseaux sociaux, sur le site internet du département de la Moselle, là également, eh bien, des contenus, que ce soit des films, des vidéos, des contenus numériques, des jeux, des choses comme ça qui ont pu être vues, qui ont pu être construites rapidement. Mais là, avec le second confinement, eh bien, il y a des choses qui sont beaucoup plus difficiles à mettre en marche, puisque évidemment, le premier confinement nous a fait faire des dépenses et nous n'avons pas forcément l'argent pour pouvoir refaire de nouvelles choses plus importantes ou dans la même lignée que ce que nous avions fait le premier coup. Merci Laurent. Merci, c'est très intéressant, très précieux aussi ce témoignage. On a écoulé notre temps, mais on peut rester encore un petit peu ensemble parce que peut-être il y a des questions. Alors, il y a Marie-Laure Estignard, mais je crois qu'elle n'a pas pu nous rejoindre. Marie-Laure, est-ce que tu es là? Tu devais nous rejoindre ce matin. Je ne sais pas si tu as pu nous rejoindre. Non, je ne la vois pas. Et j'ai un message que je vous transmets de Catherine Cuenca, qui devait être avec nous, qui n'est pas là, qui est la présidente de la GCCPF. Donc, c'est important que je vous dise le message écrit qu'elle me transmet pour vous. Puis ensuite, on va organiser un petit temps de dialogue, si vous en êtes d'accord, et pour ceux qui ont encore 5 minutes à passer avec nous. Donc, Catherine Cuenca me dit, le directeur de musée, on fait part pour certains de leurs ressentis. Cette période, bien qu'à nouveau brutalement mise en place, ne laisse pas les musées et leur personnel oisif, car nous sommes dans la période de gestion administrative, un exercice budgétaire accaparé par les RH et gestion pour organiser le télétravail. Toujours de nouveau le télétravail. À nos soucis, la possibilité de fournir les moyens matériels et logistiques permettant à ceux qui le peuvent d'être en télétravail. Psychologiquement, certains personnels, dit-elle, acceptent mal d'être confinés, tous ne peuvent pas travailler à distance pour les raisons évidentes émises ci-dessus. Les services effectivement les plus touchés sont à nouveau les services liés au public, les expositions qui viennent d'ouvrir entre 2 confinements. Par contre, certains collègues apprécient la possibilité de faire du travail de fond, vous l'avez dit aussi, quelques-uns, sur leur collection, sur des dossiers jusqu'alors laissés de côté. Merci à distance à Catherine de nous avoir transmis un message. C'était aussi important que la GCCPF soit présente parmi nous, même par écrit ce matin. Je trouve important de vous passer un moment la parole. Je regarde dans les visages qui me sont connus. Je vois par exemple que Michel Rouget, qui est toujours là à nos Zooms, et comme sa présence est importante, est là ou est encore là. Et Michel, est-ce que vous avez envie de dire un mot, un commentaire sur ce que vous avez entendu ce matin? Merci Juliette, bonjour à toutes et à tous. Oui, je partage un ressenti global. Je pense qu'on referme au plus mauvais moment, parce qu'au-delà de la crise sanitaire, il y a aussi quand même ces dernières semaines le retour en force
qui contribue à une ambiance anxiogène avec le terrorisme. Et je pense que la fermeture de lieux comme les nôtres, qui sont les lieux j'en suis intimement persuadée, j'imagine que vous aussi, du vivre ensemble, de l'ouverture aux autres, d'une curiosité d'esprit, d'ouvrir d'être ouvert à la culture de l'autre, enfin bref, le dialogue, la transmission, enfin voilà, toutes ces notions qui, je pense, sont le propre du musée. Je pense qu'en effet, cette fermeture tombe vraiment au plus mal. Voilà, donc c'est vrai que ça contribue un petit peu à une ambiance chagrine, mais bon, on consomme de la potion magique au Muséoparc Alésia, et je peux vous dire que la potion magique en Bourgogne est très très bonne, donc ça va. J'espère que ça va nous aider. Plus sérieusement, sur le numérique, on a pris l'option, on s'est un peu précipité au printemps à mettre beaucoup de choses sur le site internet. En échangeant avec les équipes, on a pris le parti pris cette fois-ci de ne pas courir à la surenchère, j'ai envie de dire, numérique, mais au contraire de mieux revaloriser ce qu'on a déjà mis en ligne. Donc là, une exposition virtuelle qu'on va remettre en avant, des podcasts qu'on avait un peu balancés, si vous me permettez l'expression, rapidement pour avoir une présence, mais du coup qu'on va mieux valoriser. Donc, on peut plutôt retravailler là-dessus. La seule nouveauté, c'est qu'on va faire notre premier, plusieurs collègues ont déjà évoqué la chose. Nous, on l'a jamais expérimenté, un premier Facebook Live avec la rencontre de Catel, autrice de BD, dont on a une exposition qui s'est malheureusement achevée bien trop précocement, et Catel qui devait être présente au Muséoparc pour une rencontre dédicace. On fait quand même la rencontre samedi en visio et en Facebook Live, c'est la première fois, donc on essaye aussi un peu des choses nouvelles. Voilà, et puis que vous dire sur 2021, pour répondre aussi à ce que j'ai entendu, qu'est-ce qu'on fait pour 2021 ? Nous, on a un gros chantier, le Muséoparc est porté par le département. Moi, avec l'équipe, on l'anime dans le cadre d'une DSP. Et le gros chantier, c'est qu'on casse toute notre exposition permanente pour refaire pour le printemps, le mois d'avril. Donc, en accord avec le département, on garde le timing des travaux. Hein, les passations de marché sont en cours. Donc, normalement, on débute nos travaux le 1er décembre. La semaine prochaine, on commence le démontage. Donc, on jongle entre télétravail et présentiel avec toutes les mesures de sécurité quotidien. Donc, on se projette sur 2021. On fait une programmation. Moi, j'ai pris le parti avec l'équipe de dire on fait notre programmation culturelle, on la construit et puis on verra, parce que symboliquement, je trouve que c'est important qu'on montre qu'on essaie de faire des choses. Et puis maintenant, malheureusement, on sait gérer les annulations de dernière minute. Voilà ce que je pouvais partager avec vous. Merci. Merci Michel. La parole est à vous maintenant. Si vous avez envie de poser des questions, d'apporter un témoignage, de réagir à ce que vous avez entendu, peut-être ceux qui sont intervenus plus en début de session, c'est toujours un peu peut-être frustrant d'intervenir au début et de ne pas pouvoir dire tout ce qu'on avait envie de dire. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Sinon, je vous dirai la suite de tout ça, mais allez-y, même si on a dépassé notre temps, on peut rester ensemble si certains veulent intervenir, ou même mettre des messages sur le chat. Ah, c'est toujours un peu difficile, hein. Surtout qu'on est peut-être un peu fatigué après 1h30. Alors, qui a gardé sa caméra? Je veux bien prendre la parole si personne se lance. Marianne Lombardi, bonjour. Je suis au musée de Meudon, qui est un petit musée municipal en banlieue parisienne. Et je posais la question, parce que là, on se la pose très franchement, est-ce que certains envisagent carrément d'annuler totalement des expositions pendant 6 mois, les 6 prochains mois, en se disant on fait autre chose à la place, hein. Enfin, ce qu'on a déjà entendu par différents chantiers des collections, d'archivage, enfin voilà, des choses, des tâches de fond qu'on a à faire, mais envisage frontalement de se dire on arrête les expositions pendant 6 mois, parce qu'au meilleur des cas, un vaccin ou un rétablissement, c'est après l'été, hein, sans être trop négative. Est-ce que quelqu'un a envie de répondre à ce cri du cœur? Je vous vois réagir, Anne-Sophie de Gasquet, mais c'est peut-être pas cela que vous réagissez. Si.
Non, moi, ce que je peux dire, c'est que nous, on n'envisage pas du tout d'annuler les expositions. La seule question qui se pose, c'est est-ce qu'on prolonge certaines expositions parce qu'elles auront été très peu vues. Donc, nous, la question, elle est plutôt là. Simplement, la difficulté, c'est que ça a évidemment des répercussions sur les expositions suivantes. Donc, pendant le premier confinement, on avait réussi à tout reprogrammer et à ne jamais rien annuler. C'était vraiment notre conviction et notre souhait. En mettant l'accent sur les expositions d'artistes contemporains, voilà, pour lesquels l'enjeu était particulièrement important. Donc voilà, là on en est là. Pour l'instant, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on en prolonge certaines ou pas, mais on a choisi de ne pas décider pour l'instant et d'attendre les prochaines annonces gouvernementales. Oui, excusez-moi, je ne voulais pas dire forcément annulation, mais report, mais très long report, quoi. Voilà. Ouais. Mais c'est la même chose pour le Louvre. Hein. Merci Anne-Sophie. Et c'est la même chose pour le Louvre. Je suis obligée de vous laisser après, malheureusement, mais c'est pareil. Hein. On essaye de tout garder. On attend effectivement d'en savoir un peu plus pour savoir comment on peut mettre ça en perspective, mais on est en tout cas dans cette position-là. On avait réussi aussi au Louvre à maintenir toute notre activité, hein, de rien annuler. Et on verra comment faire les éléments. Ce que je crois, j'ai entendu tout ce qui a été dit, je rejoins tout ce qui a été dit, hein, et vraiment, et notamment l'engagement par rapport aux équipes. Hein, j'étais très sensible à ce qui a été dit par beaucoup, hein, et on a besoin d'entourer nos équipes. Mais ce que je crois aussi, c'est que même si on est un peu triste tous et un peu découragés, on a montré aussi une nouvelle habileté entre ce qui se passe in situ et ce qui se passe aussi en numérique, avec quelque chose finalement qui aujourd'hui va plus dans la complémentarité que dans l'opposition. Avec le fait que le numérique peut aussi accompagner, ça a été le cas de plus en plus, la redécouverte des œuvres et attise, comme je le disais dans mon message, ce désir de musée que nous portons tous. Donc, je pense que, voilà, essayons de garder tous le moral et espérons que les annonces du gouvernement vont nous permettre de rouvrir le mieux possible. Ce que je crains le plus, mais évidemment, nous n'y pouvons rien si ça se passe, ça va être le stop and go, si on est obligé de fermer, rouvrir, fermer, rouvrir, fermer, rouvrir, qui sera très compliqué à gérer, notamment avec les équipes. Mais je pense qu'on est attendu là, non seulement par notre petite communauté des musées vivantes, mais aussi par un cercle plus large. Donc, l'enjeu est de taille, me semble-t-il. Voilà. Merci infiniment. Je suis obligée de vous laisser, mais vraiment, merci Juliette. Et je crois qu'on a un conseil d'administration tout à l'heure, donc je retrouve certains d'entre vous tout à l'heure. Et merci infiniment pour cette belle échange. Ça fait chaud au cœur d'appartenir à une communauté vivante, en tous les cas. Merci Dominique et merci de cette présence. Oui, notre conseil d'administration de tout à l'heure va nous obliger à couper pas trop tard parce que si on veut aussi garder la trace de l'enregistrement, il faut qu'on garde un peu de temps l'ordinateur libre. Donc on a des raisons techniques d'être obligé de s'interrompre à un moment. Je pense que Jérôme, vous avez entendu, hein, pas forcément envie de réagir, mais volontiers je vous passe la parole, entendu les attentes. À la fois les messages d'espoir, bien sûr, les inquiétudes, ça on les connaissait, mais les messages d'espoir, je vous passe la parole volontiers si vous avez envie de dire un mot. Mais... Oui, tout à fait. Malheureusement, c'est vrai que nous sommes dans une période de crise et le principe de la crise, c'est que c'est imprévisible. Donc, en effet, nous ne pouvons tous qu'espérer des perspectives de réouverture sans qu'aujourd'hui on ne puisse en dire quoi que ce soit. C'est clair, tous les messages ont été clairement entendus. La question du numérique, bien sûr, qui, on va pas se cacher, n'est pas seulement un effet à long terme de ce qu'est la crise, mais le numérique est partout présent dans notre quotidien. Donc, je pense que tout ce qui a pu être développé par les uns et les autres ne fait que prendre acte de cela, avec un des enjeux pour le coup fort, et là qui nous apparaît très clairement, c'est une forme de fracture numérique aussi entre les établissements. Les musées en capacité de porter une offre, et ceux plus fragiles, avec en plus parfois, dans certains cas, une complexité au sein des tutelles et des collectivités à pouvoir être autonomes sur ces questions. Donc ça, c'est des enjeux auxquels nous sommes tout à fait sensibles. Et là, je pense qu'il y a un vrai sujet. Et aussi, ce que nous avions déjà évoqué d'ailleurs, Juliette, lors de notre précédente rencontre, le fait que le tout numérique ne remplace pas le contact avec les œuvres. Donc là, en effet, c'est le seul élément dont nous disposons. Mais je pense que cette question doit être présente.
Dans les points quand même un petit peu positifs, et c'est vrai sur lesquels nous pouvons travailler, puisque c'est vraiment des perspectives d'avenir, le gouvernement a annoncé des mesures particulières de soutien au secteur de la culture. On a parlé du plan de relance. Nous avons aussi, et là, effet de coïncidence, mais tout à fait bienvenu, des augmentations conséquentes de nos budgets en fonctionnement courant, de nos mesures nouvelles. Donc, ce qui va nous permettre aussi, dans la perspective de penser à l'avenir et de penser aux projets d'investissement des établissements, pouvoir mieux et plus largement vous accompagner. Donc ça aussi, c'est un point important et c'est peut-être aussi sans doute sur ces aspects-là qu'on peut concentrer notre action. Nous, au sein de l'administration centrale et avec les directions régionales des affaires culturelles, qui sont vos interlocuteurs au quotidien. Malheureusement, les aides n'interviendront pas en fonctionnement, mais sur l'investissement, en revanche, nous serons en capacité d'aider plus et mieux. Voilà, pour vous donner une petite bulle d'espoir et une pensée pour l'avenir, en espérant que c'est un avenir qui nous intéressera dès décembre 2020. Merci, Jérôme. D'autres demandes d'intervention? Je n'en vois pas, hein, mais n'hésitez pas pendant ma conclusion à m'interrompre. Merci à tous. J'ai retenu vraiment des mots-clés de ce qu'on a dit aujourd'hui, mais ça ne vous surprendra pas. D'abord, on a beaucoup parlé du télétravail. Ça, évidemment, c'est une question à laquelle nous n'étions pas préparés, à laquelle je crois qu'il y a une grande inégalité des établissements, mais c'est un sujet qui est très ouvert. Je crois que beaucoup ont envie évidemment de continuer à travailler. Le télétravail est une forme de continuité qui est apparue comme vraiment importante et possible. Finalement, on ne le savait pas il y a 6 mois, je crois. Ensuite, on a parlé bien sûr de budget. Merci Jérôme d'avoir redit un mot des budgets. Finalement, ce n'est pas ce qui est venu le plus dans la conversation d'aujourd'hui. Je ne le savais pas à l'avance, c'est pas ce qui est venu le plus, mais c'était une préoccupation essentielle de tous nos collègues, et il était important, Jérôme, que vous redisiez un mot à ce sujet en fin de réunion. On a parlé du numérique. Comment en serait-il autrement? On a tous été surpris par l'extraordinaire présence sur le numérique et du coup les ressources dont les musées disposaient en matière numérique. On ne l'aurait peut-être pas su sans cette crise. Maintenant, il faut trouver un second souffle, ou alors il y a peut-être finalement beaucoup de ressources disponibles qui vont encore pouvoir être mobilisées, mais bien sûr avec cette préoccupation que tout le monde a, que le numérique prenne place, mais ne prenne pas la place de la présence, du contact présent avec les visiteurs naturellement. Une chose peut-être qui m'a frappée dans notre discussion de ce matin, c'est qu'on a tous beaucoup évoqué, tout le monde a beaucoup évoqué la réouverture des expositions temporaires, et donc la question me semblait être la fermeture des temporaires. Et vous avez moins parlé de réouverture au public en général, des expositions permanentes. Donc, je pense que la préoccupation de la fermeture d'expositions qui venaient de réouvrir, ça vous a tous vraiment marqué, et que la question de savoir quand ça va réouvrir, est-ce qu'on reporte, est-ce que c'est une période de stand-by, c'est quelque chose sur lequel il faudra qu'on revienne, parce qu'on sent bien qu'il y a encore des interrogations et que peut-être les politiques d'établissement ne sont pas totalement encore, mais il n'y a qu'une semaine finalement entre l'annonce du gouvernement et aujourd'hui. Peut-être qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Je voulais juste vous annoncer que, je l'ai déjà dit, mais on le redit, qu'on relance un cycle
de Zoom. On a fait une première séquence de 10 Zooms. Vous les avez, enfin, je les appelle des Zooms comme si c'était un nom commun. Hein. Aucune attache particulière à cette plateforme, mais elle est relativement commode. On a fait un premier cycle de 10 séquences sur lesquelles vous avez été manifestement intéressés, présents. On a eu d'innombrables connexions, beaucoup plus peut-être que ce qu'on attendait. On a compris que le rôle d'ICOM avec ses membres, c'était effectivement de maintenir, de créer ce lien qui à la fois se crée très facilement, puisqu'il suffit de cliquer sur son ordinateur, là encore, mais bien sûr, il faut que chacun d'entre vous apporte son témoignage, et c'est vous qui faites la richesse de ces échanges, et on va vous demander de continuer à faire la richesse de ces échanges. Le cycle va repartir dès celui-là et la première session du second cycle, on peut peut-être dire, dès décembre, sur une thématique, un mot qui est apparu vraiment comme un mot-clé de cette période de crise mondiale, de crise sanitaire mondiale, qui est le mot de solidarité. Et on va axer peut-être nos questionnements sur les 10 séquences qui sont déjà prévues et dont vous trouverez la programmation sur votre... J'en réserve la primeur au conseil d'administration à 14h, donc on ne va pas en parler tout à fait maintenant, mais vous le verrez sur vos réseaux, 10 cycles autour de la question de la solidarité, dont le premier sera autour de la solidarité dans le travail, le télétravail étant peut-être, disons-le comme ça, une forme de solidarité, une forme de solidarité pour enrayer la propagation du virus, mais aussi de solidarité entre professionnels qui peuvent travailler à distance, qui ne peuvent pas travailler à distance. Puis ça a été évoqué dans le chat, évidemment, on aura une pensée et le temps de parler en particulier de ceux d'entre nous qui ne peuvent pas travailler en télétravail et qui n'ont pas la protection. Nathalie a parlé de ce clivage entre les publics et les privés, entre le nord de l'Amérique et nous, mais on sait que chez nous aussi, il y a des professions qui sont beaucoup plus exposées que d'autres, qui sont précaires, comme on dit. On reparlera de nos collègues dont la précarité, bien sûr, est une question qu'il faudra traiter en tant que telle. On parlera aussi de l'international dans ce second cycle, parce que je crois que la solidarité, elle est aussi une solidarité qui doit se comprendre et peut-être s'agir avec les collègues des musées des pays qui sont plus menacés que nous ne le sommes. Certains pays où les musées sont plus privés que chez nous, bien évidemment, mais aussi des pays où il y a moins de musées, des musées plus neufs, des pays qui mettent moins de moyens et d'importance dans notre culture. Et peut-être qu'on doit cette solidarité à l'égard de nos collègues dans ces pays. Toutes ces questions vont arriver au fil des 10 prochains mois, puisqu'on programme jusqu'en septembre, bien sûr. On espère tous qu'on sera sorti de tout ça bien avant le mois de septembre. Et puis une information encore, on a une soirée débat déontologie. Alors, elle ne sera pas physique, c'est dans le cycle de nos soirées débat déontologie avec l'Institut national du patrimoine, qui sont nos partenaires et nos collègues si précieux à ICOM France. La prochaine portera sur la question si vive au sein de l'ICOM, qu'on a appelée « De quoi musée est-il le nom ?» Donc, le 26 novembre, de 18h à 21h, on a maintenu cet horaire avec un certain nombre d'entre vous ici présents. Nathalie Bondil sera avec nous à nouveau et d'autres ici. Nous débattrons dans une séance de 3 heures sur cette grande question de la définition du musée. De quoi musée est-il le nom? C'est notre prochain rendez-vous. Le cycle Zoom reprendra aux alentours du 10 décembre, mais vous aurez toutes ces informations sur le site d'ICOM France. Merci à tous. Bonne journée à tous. S'il y a une personne qui regrette de ne pas avoir dit un mot, il est encore temps. Allez, 3, 2, 1, 0. Bonne journée. Tu arrêtes? Tu me laisses partir en un? Oui, je fais signe au dernier. Allez, on finit? Oui. Fin.